Bonjour. C'est pas une question, c'était juste un remerciement parce que vous parliez de fiction, mais cette violence, elle existe réellement dans certaines familles, avec cette origine-là, et on a le même, comment dire, le même trajet de recherche et de choses comme ça, et c'est pas une fiction en fait. Donc merci de l'avoir mis en fiction, mais à mon avis, votre personnage n'est pas seul. Voilà, je veux dire, c'était juste pour ça. Merci. Bonsoir. Je voulais demander à M. Humbert la genèse de ce roman. Est-ce qu'il y a un côté autobiographique, justement de ce roman? Merci. La genèse, celui-ci marche. Alors, la genèse de ce roman, c'est cette visite au camp de Buchenwald. En fait, j'étais professeur au lycée franco-allemand. Et je faisais une visite au camp de Buchenwald avec mes élèves. Et au musée du camp, j'ai vu la photo du médecin du camp, Wagner. Et il se trouve que j'avais effectivement un grand-père disparu qui était le père biologique de mon propre père. Et celui-ci avait appris seulement à l'âge de 18 ans, comme dans le film et dans le livre, donc il n'était pas le fils de Humbert, mais de ce Wagner. Voilà. Et le fait que le médecin du camp ait le même nom que mon grand-père, qui avait été une espèce de figure mythologique, hein, parce que mon père m'avait jamais caché ça. Et dans mon enfance, ça m'avait beaucoup frappé. Je ne sais pas pourquoi. L'idée de cette disparition, je pense que les manques ont plus de poids que les présences parfois. Et donc, je sais qu'en tant qu'enfant, j'en parlais pas mal, puisque durant une de ces assemblées, il y avait une copine d'école primaire de ce quartier, puisque j'étais rue des Quatre Fils, à l'école des Quatre Fils. Eh bien, elle m'avait dit que déjà, je lui parlais de cette histoire. Mais c'est vrai que la cristallisation, ça a été cette visite du camp de Buchenwald. Le fait de trouver le médecin du camp, Wagner, de le mettre en rapport avec cette disparition, cet imaginaire un peu mythique, familial, ça fait que le soir même, j'ai commencé à écrire le livre qui allait devenir L'origine de la violence. D'autres questions ? Ce n'est pas vraiment une question, c'est simplement un ressenti. Je me suis demandé tout au long de ce film, aussi fort, aussi beau, aussi puissant que douloureux, quelle pouvait être la part de l'espérance dans un environnement aussi tragique. C'est la question que je me pose et peut-être pouvez-vous me donner votre propre ressenti. Alors, moi, que la façon dont j'ai traité les personnages qui vivent cette histoire, c'est très compliqué parce que c'est une question qu'il faudrait poser à Semprin, à Primo Levi, à tous ceux qui sont allés, à Wiesel, à tous ces hommes et ces femmes qui sont allés, qui sont revenus. En tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que l'espoir soit toujours là. C'est-à-dire que la force de la vie soit la plus puissante des choses. Car je pense, mais ça c'est peut-être ma façon de voir je pense que la vie est toujours plus forte. Je pense que notre respiration, le battement de notre cœur, les battements de notre cœur, le sang qui coule dans nos veines et qui irrigue notre cerveau, cette puissance qui se dégage de chaque femme et de chaque homme est supérieure à tout, jusqu'au moment où, évidemment, le couperet tombe. Mais
Vous savez, c'est sur cette expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'y crois beaucoup. Et en fait, c'est ce que je souhaite pour ceux qui ont vécu des expériences aussi atroces, c'est de penser jusqu'au bout qu'il y avait une façon de s'en sortir, une raison d'espérer. Voilà. Maintenant... Alors, en tout cas, Semprin répond à cette question dans tous ses ouvrages, puisque pour lui, il le dit à une de ses biographes, Franziska Hochstein, en allemand, qui publie en allemand, elle écrit « Semprin avait rêvé la fraternité par la lecture, la littérature, il l'a rencontrée à Buchenwald ». Et c'est-à-dire que pour ceux ce qui a sauvé, quand on lit les témoignages, ce qui les a sauvés, ce qui les a aidés, ce qui les a maintenus en vie, il suffit de lire Charlotte Delbo, Jacques Lucéran, enfin tous, c'est la fraternité, c'est les gestes anonymes, c'est le quignon de pain partagé, il y a un très beau poème d'Yves Boulogne qui dit qu'il était au bout, prêt à se laisser glisser, et qu'il y a un camarade allemand qui lui dit « camarade ». Et il dit que à chaque fois, après qu'il avait faim, il entendait sa voix l'appeler. Donc, on a comme ça des dizaines et des dizaines, des centaines de témoignages plus ou moins connus. On peut penser aussi au député du Nord, Thomas, qui écrit dans les fameux concours d'écriture sur des bouts de pelure de papier. Et bien des années après, alors qu'il a survécu, il écrit « À chaque fois que je suis désespéré, je reprends mon papier de Buchenwald et je vais mieux. » C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est son petit bout de papier avec 3 phrases qui le soutiennent. Donc, dans le dernier ouvrage de Semprin, Exercice de survie, se termine par l'idéal du nous, donc la fraternité. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment. Moi, ce qui me fascine, voilà. Au-delà de ça, ce qui me fascine, pour moi, c'est le grand mystère. C'est comment des hommes ont-ils été capables de faire cela à d'autres hommes. Et c'est ce que je vois aussi aujourd'hui dans l'actualité. Hein. C'est pas uniquement, malheureusement, dans les camps de concentration. Je m'interroge toujours, parce que, voilà, évidemment, on a une culture particulière, une éducation particulière, mais comment des hommes peuvent infliger une telle souffrance à d'autres hommes sans avoir aucune empathie à aucun moment, ce qui est arrivé avec les nazis, avec les Allemands, comme c'est arrivé avec dans d'autres génocides, ou tous les Tutsis, enfin toutes les horreurs qu'on peut faire défiler. Pour moi, c'est cet éternel mystère. C'est vraiment un éternel mystère. Je n'arrive pas à comprendre comment des types remplissaient des wagons pour tuer les êtres humains. Ça me paraît tellement ahurissant. Et d'ailleurs, c'est d'où l'importance de notre mémoire, et des films et des fictions. Et moi, je suis à l'opposé de Lanzmann, mais je l'ai tout de suite été. Je suis pour qu'il y ait des fictions, qu'on raconte des histoires, 1000 histoires qui sont arrivées, qu'on invente, qu'on fasse exister cette période de notre histoire, parce que c'est la seule chose qui un jour peut nous rester, parce que je comprends très bien qu'un enfant un jour se lève et se dise « mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est impossible ce que vous dites. Ça ne peut pas exister. » Et ce serait une réflexion absolument juste. C'est lui, d'une certaine façon, qui a raison. Ça ne peut pas exister, et pourtant ça l'a été. Je crois que précisément l'espérance est dans le fictionnel, et que ça contourne, ou en tout cas ça répond à l'angoisse profonde, ontologique de Wiesel et Semprin, quand ils imaginent quel sera le dernier capable de témoigner directement. Alors, il faut être très précautionneux à partir du moment où on s'empare d'une parole, a fortiori celle-ci, mais je crois que précisément de le faire entrer d'aller chercher la sincérité, la vérité, autant que la réalité, c'est pour moi un grand motif d'espérance. Un film comme celui-ci est quelque chose qui nous unit, et puis on se rend compte qu'on n'est pas seul, que cette nécessité est quand même partagée par une grande part. Enfin, je crois que c'est pas être un bisounours que de considérer qu'on est quand même beaucoup à se retrouver autour de ces paroles et de cette nécessité. Alors on va prendre une dernière question pour pas devoir courir
pour sortir du mémorial. Est-ce que quelqu'un... Oui. Laurent Bonsan. Merci. Je pense que pour répondre à votre interrogation, Ishwaki, vous l'avez cité par 2 fois dans le film, c'est qu'il n'y a pas de pourquoi. Et je pense que pour essayer d'essayer de comprendre, même pas sur comprendre, mais en première explication, je pense que l'ouvrage de François Rachline, Épreuve d'Auschwitz, et je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas je vous le conseille, est un début de piste pour se dire mais comment se fait-il que ce pays qui a donné Schiller, Beethoven, Goethe ait pu tomber aussi bas et non pourquoi c'est qu'il n'y a pas de pourquoi et sur la question sur comment se fait-il que des gens aient mis des personnes dans des wagons, ça fait penser à cette scène vers la fin de Icône Icare quand Montand se retrouve après l'expérience de Leningrad, où on dit mais comment se fait-il que que toutes les personnes puissent faire ceci? Et en fin de compte, on morcelle les responsabilités. Les uns font leur travail de policiers, les autres de chauffeurs de camions, les chauffeurs de train, et chacun fait son travail. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit lors des procès. Je n'ai fait que mon travail, sans voir que ce travail participe à une responsabilité collective qui est la solution finale. Et je dirais pour terminer, vous qui êtes habitant de Tel Aviv, l'espoir est, je sais, très important. Vous voulez peut-être dire un mot, Corinne ou Élie, pour répondre Non, écoutez, moi je voudrais juste dire à quel point j'ai été heureux de voir ce film. Hein. Je ne sais pas qui l'a fait, mais franchement, j'ai été secoué sérieusement et ça m'a fait très bien. Je n'avais pas vu depuis longtemps, donc j'ai redécouvert des choses. Vous savez, quand on fait un film... Il est qui déjà, ce film? Il est de moi. Quand on fait un film, on est vraiment le nez dessus pendant des années. C'est pas mon camarade qui je vais dire ça. Et on perd parfois le plaisir, mais la force du film en se noyant dans des détails qui font aussi un film, d'une succession de détails. Et là, j'ai regardé, je crois, pour la première fois, ce film comme un spectateur, comme vous. Il y a même des choses que j'avais oubliées, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai été porté, je me disais, j'avais des larmes dans les yeux, je me disais, mais oh, ça va, calme-toi, j'ai été vraiment embarqué, et ça c'est aussi grâce à mon camarade qui avait fait un très très beau travail. Voilà, merci beaucoup.